50 minutes, donc à 10. 10, ok. Non, t'es sûr ou 20? Mémoire et vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et vigilance, une émission de Claude Boschurberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mes invités ce soir, Steve Suissa, producteur, réalisateur et metteur en scène, accompagné du grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur de l'École rabbinique de France, et de Jacques Canet, président de la synagogue de la Victoire, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, du 12 au 15 septembre, se tiendra la 35e rencontre des survivants de la Shoah et descendants à l'hôtel Marriott, rive gauche, dans le 14e, avec un tarif unique pour les personnes nées avant le 8 mai 1945, grâce à une subvention de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je vous donne un numéro de téléphone pour toute information et inscription, 01 42 77 44 72. Dimanche prochain, le 14 septembre, se tiendra en la grande synagogue de la Victoire, sous l'égide des consistoires, la cérémonie traditionnelle en mémoire des déportés, retransmise en direct par France 2. Le thème qui a été retenu cette année est le courage durant la Shoah, avec la participation de personnalités artistiques et de Steve Suissa comme maître de cérémonie. La cérémonie débutera à 9h45. Il est donc recommandé de se rendre à la synagogue avant 9h15. La cérémonie dédiée aux victimes sans sépulture de la Shoah, Askara, se tiendra le dimanche d'après, le 28 septembre, à 10h15, avec allocution de Robert Bobert, réalisateur et écrivain, et Kaddish, conduit par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Et le même jour, à 11h, sous l'égide du Farband, la Société juive de France, se tiendra la cérémonie en mémoire des victimes de la Shoah et des soldats tombés contre le nazisme et la défense d'Israël au cimetière de Bagneux. Dans le contexte de notre pays assailli par la flambée de la haine antisémite et le débordement de violence qui met à mal les fondations républicaines, il est une injonction morale de rester fidèle aux 6 millions d'exterminés, femmes, hommes, enfants, pour le seul crime d'être nés juifs, dont plus de 11 400 enfants pour la France. Cette fidélité aux victimes n'est pas passéiste. Elle déborde le périmètre du temps historique pour interpeller notre présent et engager notre avenir. L'honneur de notre pays, je pèse mes mots, l'honneur de notre pays et de tous ses citoyens, juifs comme non-juifs, est de continuer à lutter, transmettre, enseigner, cultiver, interroger sans relâche les rouages et le projet mené à bien de la solution finale en Europe entre 1941 et 1945, pour le bien de notre démocratie, dont l'idéal est toujours à reconquérir. Alors en ce sens, la cérémonie en mémoire des déportés et des martyrs de la Shoah, qui se tiendra, je le répète, le 14 septembre prochain à la Grande Synagogue de la Victoire, sous l'égide des consistoires et retransmise en direct par France 2, sous les auspices de Steve Suissa, participe d'un acte de mémoire essentiel qu'il convient de saluer et d'honorer, car il s'agit là d'un acte de résistance face à l'érosion de l'oubli, mais aussi un acte de vigilance face aux prurites de la haine et de la destruction préconisée aujourd'hui par les partis d'extrême gauche. Alors pour évoquer cette cérémonie qui augure les temps forts de la mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Steve Suissa, producteur, réalisateur et metteur en scène, accompagné de Jacques Canet, président de la Victoire, et du grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur de l'École rabbinique de France. Est-ce que nous avons Steve Suissa en ligne? Je suis là. Tu es là. Alors Steve, je le rappelle, producteur, réalisateur, metteur en scène, tu enjolives, il faut le savoir, nos dimanches matins avec l'émission Bereshit à l'origine.
Mais je sais depuis toutes ces dernières années combien cette cérémonie en mémoire des déportés et des martyrs de la Shoah en la synagogue de la Victoire te tient à cœur. Et je le disais en préambule, il s'agit là d'un temps essentiel de transmission avec le concours de voix qui vont servir des textes et des témoignages qui ont pour objet d'éveiller les consciences au sein de notre société. Est-ce que c'est comme ça que tu vois aussi les choses ? Totalement, Claude. J'espère sincèrement, et je me permets de dire ça à tes auditeurs, que la synagogue sera pleine. Je pense que on a besoin de se rassembler, je pense qu'on a besoin d'être ensemble, juifs ou pas. Je pense qu'on a besoin de se sentir fort, digne, et donc forcément dans cette belle synagogue, si par chance et par devoir elle était pleine, ça nous enjoliverait le cœur et on en a besoin. Oui. Alors, je parlais des textes et il faut savoir que ces textes qui vont être servis par des personnalités dont on va parler dans un instant sont porteurs d'avenir parce que, en fait, c'est les textes qui permettent que l'histoire ne disparaisse pas. Dans la mesure où, comme le disait le philosophe Paul Ricoeur, une histoire qui n'est pas racontée est une histoire qui meurt. Et je crois combien tu es sensible précisément au fait qu'avant l'allumage des bougies, en particulier les 6 bougies, eh bien, les textes, témoignages et autres soient lus par des personnalités choisies déjà depuis un certain temps. Bien sûr, c'est évident qu'il faut rappeler des textes à des gens qui les connaissent parce que ça a été leur point de repère. Ces héros qui ont traversé l'intraversable, mais aussi pour les téléspectateurs et les gens qui seront présents, découvrir des destins qui ont souvent été mis de côté, souvent été bafoués, souvent été volontairement mis de côté parce que tout d'un coup, ça aurait donné une importance héroïque à cette période beaucoup trop compliquée. Et aujourd'hui, le courage d'aller dans une synagogue pour une cérémonie, de demander à des personnalités de venir lire des textes, d'oser avoir le courage d'être soi, c'est devenu pratiquement un acte militant. Donc je serais totalement franc et sans filtre sur le fait que cette année encore plus, il a été beaucoup plus difficile de réunir des personnalités qui acceptent par peur. Donc ça a été un gros travail que j'ai fait avec ma directrice de production Isabelle Sarda et aujourd'hui des gens comme Véronique Jeunesse, Rachel Kahn, le père Patrick Desbois, Mona Jaffarian, Olivier Citruc viendront lire ces destins. Oui. Effectivement, ce sont, on peut dire, alors, puisqu'on parle du courage, il faut en parler, dans la mesure où, en fait, on t'a vu il n'y a pas si longtemps sur CNews, confier combien tu traversais actuellement une période particulièrement pénible. Particulièrement pénible, oui. Particulièrement violente, oui. Particulièrement humiliante, oui. Hier soir encore, j'ai joué les grands tournants au Centre Rachi avec Rachel Kahn. Oui. Et en rentrant chez moi, il y avait un Free Palestine de 2 mètres sur 3 sur la porte de mon parking et un Free Palestine sur mon immeuble où là, je vais devoir vous laisser dans 2 minutes parce que j'ai rendez-vous avec la police pour la 20e fois en 2 ans. Oui. Voilà. Donc oui, je pense que aujourd'hui d'avoir du sens dans ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de vivre pour nos enfants et nos petits-enfants, je pense que c'est une mission. En tous les cas, sache notre soutien et on fait encore un appel pour que dimanche prochain, on puisse nous rejoindre parce qu'encore une fois, c'est un acte aujourd'hui, on peut le dire, un acte de résistance. 9h30, 9h45 sur place pour un début en direct à 10h15. Merci de venir nombreux et merci Claude pour tout le travail que tu fais. Merci Steve. À dimanche. À dimanche. Voilà, je me tourne maintenant vers Jacques Canet. Jacques Canet, donc président de la synagogue de la Victoire. Jacques, on traverse effectivement des moments très pénibles, je le disais à l'instant à Steve.
Et s'il y a bien une cérémonie qui augure les temps forts de la mémoire en France, c'est bien celle qui va se passer donc dimanche prochain, sous le signe, encore une fois, du courage. Quel sentiment tu as? Parce que cette cérémonie, bon, évidemment, tu vas nous en parler dans un instant, c'est-à-dire qu'on revient un petit peu sur sa genèse historique, mais en réalité, ce que nous traversons aujourd'hui, je dirais, c'est sans précédent par rapport au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Claude, bonjour Monsieur le Grand Rabbin, bonjour Steve. Comme tu le dis, Claude, cette cérémonie existe depuis 1946. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, le rabbinat a voulu trouver une date pour permettre aux familles qui avaient perdu les leurs dans les camps d'extermination de venir tout simplement dire le Kaddish. Quand on ne connaît pas la date, quand on ne connaît pas le lieu, il a fallu trouver une date un peu théorique. Et donc, c'est la date du dimanche qui précède Rosh Hashanah qui a été choisie par le rabbinat pour faire cette cérémonie religieuse, qui est une cérémonie donc, de mémoire donc, et de Kaddish. Ça fait donc quand même de nombreuses années, 80 ans, que cette cérémonie existe. Elle a beaucoup évolué dans le temps parce qu'elle a d'abord intégré nombre d'anciens déportés qui avaient survécu et qui voulaient eux aussi venir témoigner. Et d'année en année, malheureusement, l'âge se faisant, les anciens déportés sont de moins en moins nombreux et on a depuis, on peut dire, 7-8 ans, pensé à faire évoluer cette cérémonie pour en faire une cérémonie de transmission. Oui. Donc, les anciens déportés ont transmis à leurs enfants ou à leurs petits-enfants le flambeau. Et l'émission elle-même est devenue une émission de mémoire et de transmission. On a parlé on a parlé des justes, on a parlé des femmes dans la Shoah, on a parlé des enfants pendant la Shoah. Et je dirais que le thème qui a été retenu cette année, c'est le courage pendant la Shoah, durant la Shoah. Le courage de tous ceux, de toutes celles qui ont lutté, qui se sont battus, qui ont péri pour la plupart pendant la Shoah, et donc le courage qu'il aura fallu pour traverser cette période. Aujourd'hui, on est dans une période très difficile. On peut dire que depuis le 7 octobre, les mots, les paroles et les actes se sont libérés. La France traverse une période d'antisémitisme grave, relayé par de nombreux partis politiques. Alors on dit l'extrême gauche, mais il n'y a pas que l'extrême gauche. Il y a tous les partis qui sont aussi plus ou moins accoquinés à l'extrême gauche. Donc là, si je prends comme exemple les manifestations d'aujourd'hui, Steve n'a pas pu sortir de chez lui, donc il ne pouvait pas sortir de chez lui parce qu'il est obligé de faire témoigner la police. Mais pour arriver ici, dans les locaux qui sont derrière la synagogue de la rue de Nazareth, place de la République, il fallait traverser des cordons de police, ce qui est formidable, et puis surtout affronter toute une série de gens venus manifester. Mais la manifestation donc, de la place de la République aujourd'hui, c'était une manifestation avec des kéfiers et avec des drapeaux palestiniens. Donc, je ne veux pas parler de moi, mais évidemment, je suis allé voir, comme toujours, ces braves personnes pour leur demander qu'est-ce que ça avait à voir, le drapeau palestinien, avec les revendications ou les luttes, etc. On m'a dit, mais du tout, c'est la même chose. C'est la lutte contre le fascisme, contre Israël. Et comme je porte le petit ruban jaune au revers de ma veste, et puis les Juifs. Donc, en gros, aujourd'hui, la situation dans laquelle on vit et la parole libérée fait que Israël et les Juifs sont considérés comme des fascistes par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, le courage, c'est évidemment, comme vient de dire Steve, de nous regrouper, de venir commémorer, de venir rappeler l'histoire, mais aussi de montrer à quel point les Juifs savent résister. Donc, de venir à la synagogue pour la cérémonie du souvenir, c'est un vrai acte de résistance. Voilà, tu reprends mes mots. Oui, je reprends les mots, bien sûr. Bien sûr, mais à juste titre. Alors, une grande nouveauté, et il faut vraiment saluer, je dirais, cette innovation, d'une certaine manière, c'est l'intervention du père Patrick Desbois. Je voudrais quand même rappeler qu'il est l'initiateur de la recherche de la Shoah par balles, et ce depuis de nombreuses années. Et je dirais que c'est un honneur aussi pour
la synagogue de la Victoire de le recevoir, eu égard au travail qu'il réalise. Alors, le Père des Bois donc, est un ami, c'est un ami proche et de la synagogue de la Victoire, et de ma famille, et de la communauté. Il a rarement manqué la cérémonie du souvenir, mais aussi il a rarement manqué les autres célébrations. À chaque fois qu'il y a des célébrations, donc le Père des Bois vient. Il a fait un travail considérable, je dirais, en Europe de l'Est. Oui. Donc, il est venu souvent à cette antenne, y compris également à la synagogue de la synagogue Charles Liché. Son travail, en réalité, qui est un travail d'archéologue. Oui. Parce que aller dans les petits villages de Pologne ou d'Ukraine pour arriver à comprendre et à décrire ce qui s'est passé alors que tout était caché, enterré, diffusé. Le Père des Bois a fait un travail exceptionnel, et nous lui sommes vraiment grés du courage qu'il a de venir aujourd'hui, dimanche à la synagogue. Et j'en profite aussi pour saluer quelqu'un pour lequel vraiment on a la plus grande admiration pour son travail, alors aussi pour sa résistance sur l'antenne, c'est évidemment Rachel Kahn. Rachel Kahn qui est cette si belle personne, je dirais aussi belle personne moralement, parce que en fait, cette jeune femme, je dirais, est une lumière, véritablement. Elle sera là aussi. Donc Rachel Kahn va être là, elle est exceptionnelle. Oui. Mais Véronique Jeunesse, c'était formidable aussi, qu'elle vienne témoigner. Absolument. Olivier Citruc, comme l'a dit Steve tout à l'heure, le problème, c'est le problème du courage. On va parler du courage pendant la Shoah, mais en réalité, on parle aussi du courage aujourd'hui. C'est extensible. Le courage de tous les locuteurs qui vont venir dans cette cérémonie. Oui. Et également le courage, je dirais, de l'audience. On a cette année énormément de... Alors bien sûr, il y a tous les problèmes de politique qui font que gouvernement, pas gouvernement, ministre, pas ministre, etc. Ça fait plus d'un an et demi qu'on essaye de monter, je dirais, une opération officielle pour les 150 ans de la Victoire avec les pouvoirs publics. À part la mairie de Paris qui a fait une conférence très très intéressante et très émouvante au mois de mai, il est quasiment impossible depuis plus d'un an de faire une cérémonie avec les pouvoirs publics. Donc alors je dis, ils sont occupés, ils ont autre chose à faire, etc. Le judaïsme gêne. Aujourd'hui, le judaïsme gêne. Mais ce que je trouve bien, dans cette démarche, c'est quand les Juifs gênent, ils sont dans leur rôle. On est dans notre rôle et on doit résister. On ne doit pas se laisser, je dirais, et on ne doit pas laisser ni le trottoir ni la parole aux antisémites et à ceux qui les soutiennent. Donc c'est une action militante, vraiment militante, que je demande à tous de venir en venant à la synagogue dimanche 14. Alors je me tourne vers le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bien sûr, saluer aussi son engagement à la fois, évidemment, pour la transmission du judaïsme, mais également pour la transmission de la mémoire. Beaucoup d'activités autour de la synagogue de la place des Vosges qu'il dirige depuis 2001, je crois. 2001, c'est bien ça. Et puis aussi sa responsabilité comme responsable de l'école rabbinique de France. Et j'ai tenu, effectivement, comme chaque année, à ce que le grand rabbin Olivier Kaufmann nous rejoigne à cette antenne pour évoquer donc cette cérémonie qui lui tient évidemment très à cœur, puisqu'il est en charge, comme chaque année, de conduire le Kaddish avec les survivants qui sont encore présents parmi nous. Et ma question, c'est que effectivement, on va entrer dans ce qu'on appelle les fêtes de Tishri. Le moment, je dirais, peut-être le plus émouvant de ces fêtes, c'est symboliquement le retentissement du chauffard, qui se fera également dimanche prochain. Et je sais combien cette symbolique du chauffard est importante pour les Bnei Israël, pour les Juifs que nous sommes, comme réveil ou comme éveil de la conscience au moment précisément où nous traversons encore plus que jamais une période difficile, douloureuse pour l'ensemble des familles. Oui, vous avez raison, mon cher Claude, de souligner l'objet emblématique de la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la corne de bélier qui retentit dans toutes nos synagogues. Alors je voudrais juste, avant toute chose, rendre hommage et rejoindre les propos du président, M. Canet, rendre hommage à notre ami le Père des Bois, pour plusieurs raisons. D'abord parce que s'il y a bien un homme courageux sur cette terre, c'est bien lui. Vous avez souligné son travail réalisé en Ukraine, mais il faut savoir aussi
qu'il est parti en Irak pour Oui. Libérer Absolument. les jeunes femmes yazidis Oui. qui avaient été kidnappées, pour certaines violées, et qu'il accompagne également, prêt même à payer des rançons pour libérer ces femmes. C'est un travail extraordinaire qu'il réalise. Il est menacé de mort, comme vous le savez, donc il est sur tous les fronts. Et pour avoir souvent discuté avec lui, il ne sait jamais dans quelles conditions il va revenir, s'il peut revenir chez lui. Parfois, il est même amené à passer quelques nuits dans un hôtel. Donc on voit bien que ça ne date pas d'aujourd'hui, cette menace lancinante sur les hommes et les femmes courageux épris de liberté. De surcroît, il a eu vraiment la gentillesse, avec toute son équipe, d'accompagner un élève rabbin dans la rédaction d'un mémoire d'histoire, puisque vous savez qu'il y a plusieurs mémoires de sortie, il y a le Talmud, il y a la pensée juive. Cet élève rabbin avait choisi de traiter de la Shoah par balle. Et donc, il a produit un mémoire où il rend hommage au Père des Bois, et le Père des Bois lui a ouvert ses archives, son équipe. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ce jeune rabbin, parce qu'il est diplômé depuis 1 an, est rabbin à Strasbourg, et symboliquement, le jeune rabbin Bar Shichat, comme vous le savez, comme on est dans la région concordataire, a choisi, en plus de la synagogue qu'il occupe à Strasbourg, la communauté juive d'Aubernay, pour honorer la mémoire de mes grands-parents, et en particulier le grand rabbin Chili, qui est né à Aubernay et qui est enterré avec ma grand-mère au cimetière d'Aubernay. Donc c'est quelque chose de particulier que nous pouvons voir chez le Père des Bois et qui est vraiment à sa place lors de cette cérémonie. Et vraiment, c'est toute la communauté juive, c'est le peuple d'Israël. Et croyez-moi, il était déjà dans l'idée, depuis un certain temps, m'a-t-il raconté, de faire ce même travail sur les traces du pogrom du 7 octobre pour aller aussi engager des procédures contre certaines familles, parce que ce n'est pas juste le Hamas, hélas, c'est également des Gazaouites qui, pour certains, travaillaient main dans la main avec les habitants. Donc lui, il est obsédé par une question, c'est la question de la justice réparatrice, à la fois des vivants et des morts. Tikkun. Voilà, le tikkun. Alors, pour revenir à la question du chauffard, bien sûr, il y a aussi ce Kaddish dont vous parlez. J'ai une pensée pour Maurice Rajad, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et Marie, vous avez fait une émission avec sa fille et son gendre, parce qu'il était à mes côtés pendant le Kaddish. Oui, le chauffard... Et Milo Adonner, bien sûr. Milo Adonner. Oui, mais comme on est dans l'année de Maurice, c'est pour ça que je pensais à lui. Bien sûr. Donc, le chauffard... certes, c'est la corne de bélier, mais comme vous le savez, corne, c'est keren en hébreu. Shofar, ça vient du verbe l'échapper, qui veut dire améliorer. Shaperu ma'asechem, disent nos prophètes, améliorer vos actes, vos réalisations. Et ça a donné le fameux mot saphir, la pierre précieuse. Et les noms de famille, Shapir, Shapira. Dans la Gemara, on dit Shapir, c'est encore mieux. Je vous rappelle aussi que Yocheved, en tant que sage-femme hébreu qui a sauvé de nombreuses vies d'enfants, garçons hébreux, la Torah lui donne le nom de Shifra, qui a la même racine que chauffard. Donc c'est une invitation, la sonnerie du chauffard, c'est une invitation à la transformation de l'être. Et à tort, on associe le chauffard à Rosh Hashanah, alors que la sonnerie du chauffard que nous allons entendre dans la synagogue de la Victoire n'est pas une invention de la Victoire, c'est que depuis le début du mois d'Elul, dans toutes les synagogues, tous les matins, sauf le Shabbat, retentit la sonnerie du chauffard. Donc cela veut dire que le chauffard nous invite non pas juste à la teshuva, mais nous invite à faire un acte préparatoire. Parce que l'impréparation peut parfois entraver notre démarche de perfectibilité. Il faut prendre du temps. Et le chauffard nous rappelle le temps de la réconciliation entre Moïse et Dieu qui redémarre un nouveau processus de 40 jours et 40 nuits pour revenir avec de nouvelles tables de la loi. C'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de l'apaisement. Alors ce chauffard, il est à la fois pour nous ébranler à travers ces sons saccadés, les sanglots, les pleurs, mais vous aurez remarqué qu'ils sont toujours encadrés par une tekiya au début, une tekiya à la fin. Parce qu'on ne peut pas se quitter sur une note de lamentation. Quand certains disent « les Juifs n'arrêtent pas de se plaindre », mais est-ce que c'est nous qui avons construit l'idée d'un ghetto ? Est-ce que c'est nous qui avons mené des guerres et des massacres au nom de je ne sais quel Dieu ? Donc,
Certes, nous ne devons pas nous enfermer dans une posture victimaire, mais nous avons le droit, comme nous allons le faire dimanche matin, à la fois de clamer notre attachement à la mémoire, mais vous verrez, et vous l'avez déjà vu pour beaucoup d'entre nous, la cérémonie n'a rien de mortifère, bien au contraire. Il y a les enfants du Talmud Torah de la victoire qui entourés chantent. par des chants, et bien voilà, sûr. il y a des textes d'espérance. Oui. Donc c'est là encore cette image-là que nous devons révéler aux téléspectateurs et téléspectatrices de France Télévisions. C'est une image d'un peuple juif debout, qui n'est pas constamment tourné vers le passé, mais qui ne peut pas se départir de cet impératif dont vous avez parlé, Claude, cet impératif de mémoire. Oui, il y a un éveil, effectivement, pour, je dirais, comme une sorte d'introspection pour améliorer, je dirais, la perfectibilité de son être, mais en même temps, si on l'entend bien, c'est aussi un cri d'espérance. C'est un cri d'espérance, et c'est peut-être pour cela que quand vous avez dit, vous avez rappelé que l'un des noms donc de Rosh Hashanah, c'est Yom Teruah, c'est le jour de la sonnerie. Mais la Torah ne dit rien sur la manière avec laquelle il faut sonner. Ce sont les rabbins qui ont élaboré cette construction. Et ce qui est fou, c'est que peu de gens savent qu'en fin de compte, les rabbins se sont inspirés des pleurs d'une femme qui n'est pas juive. C'est la mère du général Sisera. Donc on voit bien que quand on nous dit, on nous rappelle qu'il faut qu'on soit universaliste, mais il n'y a pas plus universel que la fête de Rosh Hashanah. Parce que c'est le Nouvel An célébré par les Juifs, certes, mais pour l'humanité tout entière. Nous parlons d'Adam et Ève. Donc il faut le rappeler aussi à nos auditeurs et auditrices. Nous n'avons pas à rougir de cette fête parce qu'elle n'annonce pas juste le calendrier hébraïque. Elle annonce le retour sur soi, c'est-à-dire à notre condition d'être humain. Nous sommes frères et sœurs en humanité. Alors, j'en profite aussi peut-être pour faire le point avec vous. On parlait de transmission. Bon, évidemment, cette cérémonie, elle est essentielle pour cette dynamique de transmission. Mais qu'en est-il aujourd'hui, je dirais, si on fait le point au niveau de la transmission, aussi bien à la place des Vosges qu'à la Victoire, au niveau de la réception par les jeunes? Quel sentiment vous avez? Comment c'est reçu aujourd'hui? Si on voit, par exemple, je reviens à ce qui s'est passé au mémorial de la Shoah, donc au mois de juin dernier, à l'occasion du prix David Olivier Kaminski, on voit une jeunesse qui était, je dirais, très partie prenante pour recevoir précisément cette transmission de la part de ceux qui sont les organisateurs de ce prix. Et je voudrais évoquer évidemment toi-même, mais surtout aussi David Olivier Kaminski. Et les équipes pédagogiques du mémorial. Les équipes pédagogiques du mémorial. Oui, alors c'est un vrai sujet parce qu'on en discutait encore avec Barbara Mellul qui vraiment donne de son temps pour l'accompagnement de ces projets. C'est qu'on a une jeunesse qui est hyper sollicitée, qui a l'angoisse d'un lendemain, qui est en plus exacerbée à juste titre parce que M. Canet a évoqué il y a quelques instants, un avenir professionnel en plus qui est vraiment incertain. Donc de leur demander de travailler sur des sujets pareils, même s'ils sont pleinement impliqués, je dirais, intellectuellement parlant et spirituellement, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'en fin de compte, tout démarre à la maison. C'est pour cela que ça marche, parce qu'il y a une implication familiale. Donc ce rassemblement dont vous parlez, que nous faisons chaque année, c'est un rassemblement collégial, familial, et que nous nous sommes aperçus, et c'est sur les conseils de Barbara, qu'il fallait alléger, je dirais, dans ces temps incertains où l'atmosphère est anxiogène, alléger ce type de rassemblement, de sorte que maintenant, avec la chorale klezmer d'une part et l'orchestre des jeunes de la Place des Vosges, il y a une tonalité un peu moins lourde, même dans la présentation des projets. Et Maître David Olivier Kaminski, qui avec sa famille s'implique financièrement dans l'accompagnement des voyages qui sont organisés sur les traces de la culture juive, en Europe ou ailleurs, a bien compris ce défi. Souvent, il m'a dit, oui, il faut donner peut-être un caractère plus carré, scientifique, universitaire. D'abord, il y a des lieux pour ça, il y a les universités, il y a des lieux de recherche. Il est vrai qu'avec les jeunes et même les étudiants, nous sommes confrontés à cette difficile mission d'accompagner un travail qui ne se fait pas toujours comme le voudrait David ou les équipes pédagogiques. Il faut donc faire preuve de souplesse et aussi ne pas faire fi de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Oui. Mais comme témoin, je peux dire que là où c'est réussi, c'est qu'il y a une implication des familles autour des enfants. Oui. Est-ce que je peux rebondir justement, j'allais t'interroger aussi, Jacques. Alors, le constat étant le même, je dirais, dans toutes les communautés,
on a un Talmud Torah très spécial à la Victoire, Oui. donc qui est axé sur d'abord la recherche d'identité. Et Chaya Price et toute l'équipe pédagogique avec le rabbin Sebag travaillent avec les enfants sur la recherche d'identité. Donc bien sûr sur l'histoire, mais également sur la façon de concevoir les fêtes, de témoigner pour l'achat. On a fait venir des enfants cachés. Il y a tout un travail, je dirais, tout au long de l'année de recherche, d'explication d'identité. Et ce que vous venez de dire à l'instant qui est essentiel, ce travail se fait avec les parents. C'est-à-dire que les parents, je dirais, là vous assistent. vous rejoignez. Oui. Maintenant, les parents viennent quasiment au Talmud Torah, donc pour prendre cet enseignement qu'ils n'ont pas. Parce que la génération des parents d'enfants qui sont aujourd'hui au Talmud Torah n'ont pas forcément cette culture, ni juive ni historique. Et on voit que de plus en plus, maintenant, on a pratiquement tous les parents qui viennent le dimanche matin pour le cours, pour même la tefila, etc., qui assistent aux ateliers. La semaine dernière, on a fait un atelier, je dirais, pour expliquer comment on fabriquait un chauffard. Les parents sont là. C'est-à-dire que ce besoin de compréhension, de connaissance, je dirais, il touche les enfants, mais il touche aussi les parents. Donc, on enseigne. Le Talmud Torah est devenu une sorte d'enseignement des parents. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu nouveau par rapport aux années précédentes. C'est nouveau. C'est quelque chose qu'on a senti depuis 3-4 ans, parce qu'initialement, les parents venaient accompagner les enfants au début du cours pour la tefila, ensuite restaient pour le cours que donne soit le rabbin, soit Chaya. Et maintenant, il reste pour les activités qu'on a. On devrait faire payer les collages aussi aux parents, pas uniquement aux enfants. Alors ça, c'était pour les enfants. Maintenant, il y a aussi les adultes. Je voulais revenir sur autre chose que Steve a évoqué à juste titre. C'est le besoin d'être ensemble. Oui. Parce que, en fin de compte, c'est vrai qu'il y a nos offices, il y a nos rassemblements, je dirais, liturgiques, mais les gens ont besoin de se retrouver aussi dans d'autres conditions moins cadrées. Et donc, là, la cérémonie, certes, elle est rythmée par un cadre précis, avec des impératifs de diffusion. Mais c'est vrai que Steve a rajouté quelque chose, alors je ne dis pas que c'est de légèreté, mais il a rajouté ce petit supplément qui fait que, de ce que j'ai compris, puisqu'il en a parlé hier devant le conseil du consistoire central avec beaucoup de brio, c'est qu'il y avait aussi un problème d'audimat. Et que les discours institutionnels sont certes très intéressants, mais que les gens qui sont derrière leur écran, parce qu'on est dans la culture du zapping, pour qu'ils restent accrochés, il faut les capter. Donc, il faut un rythme. Et c'est vrai que Steve a donné du rythme avec son talent et son savoir-faire, et avec la complicité de toutes les personnes qui acceptent bien de venir durant ce moment. Et ça me fait penser à ce verset biblique du Deutéronome très connu, « Vatem adekim b'Hashem, chaim kulchem hayom » Et vous qui vous êtes attachés à Dieu, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous ensemble vivants. Et c'est ça l'image que nous devons donner. Debout et vivant. Parce que, avoir de la compassion pour les pauvres juifs qui ont été massacrés. Non, mais nous ne cherchons pas la compassion. C'est la fameuse phrase de Golda Meir sur les condoléances. Et c'est bien là l'idée qu'il faut continuer à transmettre à nos enfants. Parce qu'il est fini le temps des Juifs qui rasent les murs. Il est fini le temps, la figure de Juif qui se lamenterait. Donc, je vous rappelle quand même qu'à Tisha B'Av, même si on est par terre le matin, dès 14h, on se lève et on remet un peu plus de lumière. Il y a 7 jours pleins de Sheva Brachot, de 7 bénédictions du mariage, mais quelqu'un qui est en deuil, il n'a pas 7 jours pleins. Il se lève le matin. Donc, on n'est pas dans la complétude quand on est dans un cadre de deuil. Et donc, il faut comprendre ce sens profond. Et le Rav Kook, premier grand rabbin de la terre d'Israël, avait suggéré cette lecture suivante, que si on veut adhérer à Dieu, en fait, il faut se rapprocher des êtres vivants en visant le rassemblement. Et c'est ce que nous allons faire à la synagogue. On peut être derrière son écran, c'est une chose, mais être à la victoire, ensemble, avec son peuple, vibrer à l'unisson, quel que soit notre degré d'observance, de croyance, qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est important. Et pour les non-juifs aussi. Il faut dire aussi qu'ils sont les bienvenus à la synagogue de la victoire. C'est important de le dire, ce n'est pas une fête de l'entre-soi ou une cérémonie de l'entre-soi. Oui. Moi, je voulais rebondir sur ce que vient de dire le grand rabbin. De 2 façons. D'abord, tout le monde est le bienvenu à cette cérémonie, évidemment, et pas devant son écran, sur place. In live. En live. La présence de la communauté, tous ensemble, est un élément essentiel. Alors, je vais rebondir sur un petit morceau d'histoire.
pendant l'occupation, le grand rabbin Julien Veil, qui était grand rabbin de Paris, est revenu dès août 1940 pour organiser la vie juive à Paris. Et il a ouvert des synagogues et les offices ont eu lieu dans les synagogues ouvertes tout au long de l'occupation jusqu'en août 1944. Quand on parle de courage, je dirais le courage de s'opposer à la fois au gouvernement de Vichy et aux occupants, c'est vraiment là où on le trouve. Par ailleurs, rappelons-nous que pendant cette occupation, et ça c'est quelque chose qu'on explique toujours quand on fait visiter la Victoire à des groupes ou à des touristes ou à des étrangers, la Victoire est toujours ouverte, mais pendant les fêtes, les grandes fêtes, 41, 42, 43, les fidèles étaient nombreux, 500, 600, 700 personnes. Ce courage, je dirais, c'était quoi ? C'était d'abord la volonté d'être ensemble, de comprendre, d'avoir des nouvelles, d'avoir des informations et d'être ensemble. Donc cette communion, aujourd'hui, on en a besoin. Donc, tout à fait. Raison. Alors, effectivement, le courage est aussi... et la lettre sera lue, je pense, par Steve Sousa, en tête de cette cérémonie. Je lui rends hommage. Il s'appelle Runa Meinstock, 20 ans, fusillé pour acte de résistance et qui écrit une lettre bouleversante à son professeur que je vous laisse découvrir. Je reviens à ce que disait le grand rabbin Olivier Kaufmann, c'est qu'il y a cette anecdote, c'est un fidèle qui va voir son Rébé et qui lui dit « Grand Rébé, je voudrais me rapprocher de Dieu. » Et il lui a répondu « Si tu veux te rapprocher de Dieu, tu te rapproches des hommes. » Se rapprocher des hommes, c'est ce que vous faites l'un et l'autre, je dirais, dans le cadre des synagogues, aussi bien à la place des Vosges que du côté de la Victoire, en particulier avec, je dirais, un enseignement qui se fait au niveau, évidemment, aussi des adultes. J'en profite pour dire que le 12 septembre prochain, la synagogue de la place des Vosges va recevoir Nathalie Zaïdé, qui est donc une psychologue clinicienne, que j'ai connue fort jeune, puisque en fait elle faisait déjà sa thèse de doctorat consacrée aux enfants de survivants, et qu'elle sera donc présente, je crois, le 12 septembre prochain, à l'occasion... c'est le mardi 16 septembre. Le mardi 16 septembre. Alors j'en profite pour avertir nos amis qui nous écoutent que en fait, elle viendra porteuse d'un roman. Oui, c'est la première fois qu'elle écrit un roman. Et c'est la première fois qu'elle écrit un roman. La Passion et donc, du jeudi. Je vous invite à aller la rejoindre avec... Et j'envoie un salut affectueux aux éditions Antilope, parce que Gilles Rosier et Anne-Marie Dreyfus, qui sont fidèles à la Place des Vosges, ont un courage fou aujourd'hui, avec cette petite maison d'édition, de mettre en avant comme ça des auteurs yiddish. Absolument. Et il faut les soutenir. C'est une très belle maison. Ils font maintenant même des petits livres de poche que vous pouvez retrouver également dans toutes les bonnes librairies. Et je crois qu'il est important aussi de soutenir la lecture, la culture. Et heureusement que le monde de l'édition est soutenu par le Shabbat. Parce que là, tout le monde est sur un vrai livre et non pas sur un e-book. Donc mais justement, on en profite. Effectivement, on parle aussi de la cérémonie de la Victoire. Mais en réalité, le vecteur de mémoire, on passe aussi par les textes, on passe par les arts, on passe par la musique, etc. C'est ça qu'il faut dire aussi aujourd'hui. Et puis pour les jeunes, les bandes dessinées qui sont très très bien faites. Et tu le constates, ça, Jacques? On constate, oui, tout à fait. Un grand amateur de bande dessinée. Moi, je suis, en plus, je ne savais pas. Je suis aussi surtout un grand amateur de musique. Ah oui. Et je me rappelle d'un mot du grand rabbin Sirat qui disait que c'est au travers de la musique que la prière passe le mieux. Donc, c'est la raison pour laquelle on est très, très attaché au maintien donc, d'un rite et d'une culture musicale, et dont on va faire d'ailleurs la démonstration encore le dimanche prochain. Puisqu'on parle de texte et de musique, évidemment, je plaide pour mettre le nez sur les textes de Vladimir Yankelevitch, qui est celui qui a vraiment le mieux écrit sur la musique. Tout à fait. Les éditions Frémaux viennent de sortir, c'est ça qui est extraordinaire, viennent de sortir tout simplement la restitution des cours qu'il donnait à la Sorbonne. Et on entend le grain de sa voix, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Grand rabbin Olivier Kaufmann, alors, on revient un petit peu aux activités de la place des Vosges. Je sais que les cours de pensée juive sont repris chaque vendredi soir, avant Shabbat. Et puis, il faut signaler aussi, alors maintenant, c'est la combienième année
que tu dispenses ton chiour, si je puis dire, à radio RCJ. Oui, alors, je veux pas faire Non, c'est le moment d'en parler aussi. Oui. Bon, écoutez, d'abord, de toute façon, à un moment donné, on était voisins avec Radio Shalom, puisque on était abrités dans les mêmes locaux au Centre Hachi. Oui, j'ai une émission de pensée juive, entre guillemets, et surtout de podcast qu'on peut retrouver sur Amazon, iTunes, Deezer, et puis Spotify. Oui, alors, c'est difficile, en fait, de se retrouver seul face à un micro. Moi, j'avais à l'époque vendu le projet plus comme un binôme, mais bon, après, la radio a préféré un autre format. Mais j'avoue que, d'une certaine manière, d'abord, on peut toucher des gens différemment, une jeunesse aussi. Je m'aperçois qu'en fait, il faut aller chez les gens, mais la radio, en fait, c'est déjà has-been, puisque les jeunes ne sont pas vraiment sur l'AFM. En fait, ils sont déjà branchés sur autre chose. Donc, je me suis aperçu, moi qui étais un peu réfractaire, et je dois remercier la radio de m'avoir poussé un peu à aller dans ce sens-là, c'est de décider de thématiques et de structurer différemment, non pas ma pensée, mais dans un format qui s'y prêtait. Donc, c'est un exercice de style. J'avoue que maintenant, en fait, je vais vous faire un aveu, je préfère la radio à la télé. Je trouve que la voix, c'est un vecteur, mais c'est pas à vous que je vais le dire. La voix, elle rentre dans le cœur. Voilà. Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on se concentre différemment sur les mots, sur la pensée qui est véhiculée par les mots, ce qui fait que on n'étudie pas de la même manière une thématique. Mais je vous remercie d'attirer. Je le dis puisque je suis moi-même aussi un auditeur. Et vraiment, je suis sous le charme, il faut le dire. Donc, Mais c'est une belle expérience. Oui. C'est une belle expérience. Et on disait qu'il faut être à la Synagogue de la Victoire, mais c'est vrai que beaucoup de gens qui sont très loin, je pense aux pays francophones dans lesquels France Télévisions passe, le replay, parce qu'il faut dire aussi, bon, alors nous, on veut du monde à la synagogue, évidemment. Mais c'est important que cette cérémonie puisse passer hors frontières. Absolument. Parce que d'abord, il y a des pays amoureux de la langue française. Et par la langue française, on peut aussi faire passer par les beaux textes qui seront portés par des hommes et des femmes de renom et qui savent parler, qui savent porter un texte. C'est important. Mon cher Jacques, tu vas terminer cette émission en faisant aussi référence aux 150 ans de l'anniversaire de la synagogue de la Victoire. Oui, je l'ai fait rapidement tout à l'heure en disant qu'en effet, la Victoire a ouvert officiellement aux fidèles pour Pessah 1875. Elle avait été inaugurée en septembre 1874 officiellement. Les travaux ont continué et les fidèles ont donc pu assister aux offices de Pessah 1875. Donc nous sommes dans l'année du 150e anniversaire. Donc on a fait un certain nombre de cérémonies, on a organisé des concerts, puisque la musique est indissociable, je dirais, de l'histoire de la Victoire. Et on a également rappelé la mémoire d'un certain nombre de grands personnages, je dirais, qui ont émaillé l'histoire de la synagogue. Je dirais qu'en faisant un tout petit peu de politique, je l'ai fait tout à l'heure, je trouve un peu difficile, je dirais, que nous n'ayons pas pu organiser une cérémonie officielle avec les pouvoirs publics. Alors, le calendrier politique de peut-être que ça viendra plus tard. Peut-être que ça viendra. On le fera peut-être plus tard. Mais vous avez édité un très beau livre à l'époque. Oui, mais le livre, on l'avait édité. Alors, je vais vous dire une chose. Le livre, on l'a édité à l'occasion de la pose, en gros, de la première pierre de la synagogue. Donc, c'est un livre qui a maintenant 5 ans, 6 ans. Mais on peut le rediffuser. On peut le rediffuser, il n'y a aucun problème. Il est exceptionnel. Mais je dirais que ce livre, c'est l'histoire de la communauté juive parisienne et française. C'est l'histoire d'un état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit consistorial d'ouverture, d'intelligence et d'orthodoxie. Donc, c'est toute une histoire. J'ajouterais, permets-moi, c'est un honneur français. Absolument. Un honneur français. Absolument. Donc, on y rappelle un certain nombre de paroles de grands hommes. Donc, paroles des Juifs qui disaient la France, je dirais, c'est vraiment le pays vers lequel on aspire quand on est en Europe de l'Est. Alors, on peut lire ce livre aujourd'hui avec une certaine nostalgie. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est toujours le pays vers lequel les Juifs d'Europe ou du monde auraient envie de Gardons venir. la force, gardons l'espérance. Je pense que oui. Mais oui, en tous les cas, merci grand rabbin Olivier Kaufmann, merci Jacques Canet. On remercie aussi à distance Steve Swissa.
Et nous nous retrouvons dimanche prochain, donc 14 septembre. Et on l'a dit, je crois, à 9h30. À 9h30. 9h30 précise, puisque 9h30. ça commence, on peut dire, à 10h, 10h15, hein, précisément. On prend l'antenne à 10h15, mais il faut que tout le monde soit en place avant. Chers amis, merci. Et Shana Tova. Shana Tova. Mercredi prochain. Mémoire et vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.